Bonjour et merci de votre fidélité pour ce troisième temps de parole, toujours avec Daniel Zaidani. Nous allons parler de sécurité et également d'immigration. Bonjour Daniel Zaidani. Rebonjour. Rebonjour. Gérald Darmanin arrive là dans quelques jours. Qu'est-ce que vous attendez de ce voyage, de ce nouveau déplacement à Mayotte? J'attends de notre ministre qui a une certaine volonté à vouloir agir sur le territoire de Mayotte, qu'il soit franc et honnête avec les Mahorais. Vous savez, il a annoncé l'opération Umbushu en début d'année 2023 avec des objectifs précis qui, au final, n'ont pas abouti. Je rappelle qu'on nous avait dit qu'on allait reconduire plus de 20 000 personnes aux frontières en plus de ce qui se fait habituellement. Et force de constater que la réalité, c'est qu'on est quasiment au même niveau que l'année dernière. On nous avait dit qu'on serait dans une plus grande sécurité sur le territoire parce qu'on allait nous débarrasser des voyous et des délinquants notoirement connus des forces de l'ordre. On nous avait dit qu'on allait raser les bidonvilles et donc libérer le foncier on allait avoir un retour vers nos terres pour pouvoir finalement vivre dans des meilleures conditions et se sentir mieux. Ben, je crois qu'il n'en est rien. Je crois qu'il n'en est rien. On le voit que les violences sont encore plus graves que dans le passé, que les émigrés viennent toujours autant sur le territoire, donc, et que finalement le malaise est encore plus fort. Moi, j'ai des amis fonctionnaires qui envisagent très sérieusement de ne pas renouveler leur contrat sur Mayotte, soit parce qu'ils sont dépités, soit parce que leurs femmes ne sont pas en sécurité sur le territoire. Ou leurs enfants à un niveau scolaire pitoyable. Donc, au final, notre territoire devient de moins en moins attractif et notre développement est de plus en plus remis en question. C'est la raison pour laquelle, moi, j'attends de Darmanin qui, en réalité, a une certaine volonté qui est affichée, qui disent la vérité. Et la première des vérités, c'est qu'il faut qu'ils reconnaissent que l'opération Umbushu numéro 1 avait été mal préparée, ou en tout cas, ou alors il y a un problème d'incompétence quelque part. Disons les choses très clairement. On nous parle aujourd'hui d'une opération Umbushu 2. Première question, est-ce qu'on a réglé les problèmes de Umbushu 1, à savoir les problèmes diplomatiques, les problèmes juridiques et voire les problèmes législatifs? Parce que ce sont les freins que nous avons rencontrés. La première, c'est d'abord que les juges ont utilisé l'article 55 qui leur permet tout simplement d'annuler un acte administratif. Et donc, on a bien vu que la destruction des bidonvilles avait été mise en suspens par ces juges. Donc, la première des questions, est-ce qu'il y a eu un travail en profondeur qui a été fait? Est-ce que le ministre de la Justice a été associé dans cette opération Umbushu 2 potentielle qu'on veut nous annoncer pour qu'on ait enfin des résultats? De manière diplomatique, nous savons que les Comores avaient fermé leurs frontières et avaient refusé donc tout retour d'immigrés. Pendant un mois et demi? Alors, est-ce que cette fois-ci, avant d'annoncer le Umbushu 2, on a pris les précautions de s'asseoir autour d'une table, de convoquer l'ambassadeur des Comores à Paris, de le convoquer au Quai d'Orsay? Et donc, est-ce que le Quai d'Orsay a été associé dans cette opération Umbushu 2? Moi, je ne veux plus de communication préélectorale qui consiste à dire on va, et au final, on fait rien. Mais la conséquence de tout cela, c'est que la population continue à souffrir et ça devient insupportable. Alors justement, la préfecture hier a sorti le bilan de la lutte contre l'immigration clandestine depuis le début de cette année 2023. Et on se rend compte, par exemple, que depuis le 1er janvier, 17 250 étrangers en situation irrégulière ont été raccompagnés aux Comores. C'est 100 de moins qu'en 2022. À la même date. À la même date. Tout à fait. Oui, ben, donc effectivement, on voit bien que l'impact de l'opération Umbushu ne se traduit pas dans les chiffres.
Je rappelle quand même que l'objectif de 20 000 supplémentaires, ça voulait dire grosso modo qu'on devait tourner autour de 40 000 reconduites à la frontière. Donc, lorsque je dis qu'il y a un échec, l'échec est là. Est-ce qu'on a réglé les problèmes juridiques? Je ne le pense pas. En tout cas, on verra ce qu'il annoncera. Est-ce qu'on a réglé les problèmes diplomatiques? Je n'ai pas l'impression que les Comores ont changé d'attitude vis-à-vis de Mayotte. Est-ce qu'on a réglé les problèmes législatifs? À ma connaissance, il n'y a pas eu de modification particulière sur cet angle-là. Donc, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter avec la communication parce qu'il s'agit de vies humaines. Nous ne sommes pas des chiffres. Les Mahorais ne sont pas des chiffres. Les Mahorais sont des êtres humains, sont des Français comme les autres et qui aspirent tout simplement à vivre comme n'importe quel Français. Aujourd'hui, on nous a ôté de ce droit. Nous n'avons plus le droit de pouvoir vivre comme un Français quelconque. Moi, je le dis avec amitié. J'ai une amie aujourd'hui qui devait partir à Dembéni pour assister à une conférence. Bon, moi, je lui ai dit, j'espère que, et c'était la discussion que nous avions ensemble ce matin, je lui ai dit, j'espère que ton trajet de l'hôpital jusqu'à Dembéni, aller-retour, se fera sans encombre. Voilà où on en est aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'on dit qu'on veut lutter contre l'immigration et faire reculer cette immigration, c'est aujourd'hui, nous constatons que même le stade de Cavani est envahi. De migrants africains, pour ceux qui ne savent pas. Hein. Donc, il est envahi de migrants, et ces immigrants ne sont pas arrivés il y a 5 ans en arrière. Ils sont arrivés au mois d'août. Donc, ils se sont installés au mois d'août. Face à cela, le conseil départemental est resté impuissant puisqu'il n'a pas eu la célérité nécessaire pour les déloger avant qu'ils acquièrent des droits au bout de 48 heures, puisqu'on ne peut plus les déloger comme on l'entend au bout de 48 heures. Il y a toute une procédure qui se met en place. Et donc, encore une fois, nous voyons bien que législativement, il faut faire évoluer les choses pour qu'on puisse intervenir plus rapidement, plus efficacement et plus durablement. Donc, moi, je veux bien qu'il y ait une opération Wombushu pour assurer une certaine sécurité en ayant une présence policière plus importante. Mais au-delà de cela, il faut garantir un avenir à nos enfants en créant les conditions de vie à Mayotte. Moi, je le dis et je le répète, nous, notre génération, sommes revenus pour construire Mayotte avec toutes les difficultés que nous connaissions. Mais soyons bien clairs, nos enfants n'auront pas spécialement envie de revenir à Mayotte s'ils n'ont pas la possibilité d'éduquer correctement leurs enfants, s'ils n'ont pas la possibilité de se déplacer sur le territoire à n'importe quelle heure de la journée, et s'ils n'ont pas la possibilité de se soigner face à une quelconque maladie. Donc, je pense que si ces choses-là ne sont pas garanties à Mayotte, c'est que clairement, l'État cache une volonté de faire quitter le territoire aux plus jeunes d'entre nous. Parce que nous, on va rester. Notre vie est à Mayotte. Que Mayotte coule ou s'écroule, on restera. Parce que c'est notre territoire. Mais nos enfants, qui sont traumatisés depuis leur plus tendre enfance, par des caillassages, par des violences, par tout ce qu'ils voient de leurs yeux, ils ne reviendront pas. C'est ça la réalité. Et pendant que nos enfants hésitent à revenir à Mayotte, nous sommes confrontés à une invasion sans précédent. On peut parler d'une colonisation. Oui. Une colonisation comorienne et une colonisation africaine. Nous savons qu'ils sont confrontés à leurs difficultés, mais il appartient à l'État de garantir aussi notre survie parce que l'identité mahoraise est en péril. C'est de cela dont il s'agit. Il y a 30 ans, il y avait moins de 10% d'immigrés à Mayotte. Aujourd'hui, on n'ose même plus sortir les statistiques tellement on sait qu'on a largement dépassé les 50%. Oui. Donc, je crois qu'à un moment donné, structurellement, la société est en train de changer. Et quand, sans médire l'avenir, mais quand j'entends qu'il y a une forte présence d'immigrés qui viennent du Burundi, qui viennent du Congo, etc., je me dis que j'espère que leur conflit ethnique qu'ils vivent là-bas dans leur pays ne va pas se déporter sur le territoire de Mayotte. Et il y a déjà beaucoup de violence dans cette communauté. Il ne va pas se déporter sur le territoire de Mayotte. Parce que c'est un risque. Plus l'effectif va gonfler,
plus l'effet ethnique va se générer de regroupements ethniques, et plus les risques de confrontation vont se faire. Aujourd'hui, vous l'entendez dans les témoignages, ils se font attaquer par des délinquants, mais pour le moment, il n'y a pas de riposte. Parce que peut-être, ils ne sont pas en nombre suffisant. Mais si les frontières continuent à rester comme ça, une véritable passoire, eh ben demain, ils seront en nombre suffisant pour répondre. Et là, nous n'aurons plus des affrontements entre Mtsapéré et Cavani, des délinquants de part et d'autre, mais nous aurons des affrontements au plein cœur de Mamoudzou, ethniques, entre personnes qui veulent vraiment s'entretuer. Donc moi, je suis très, très, très inquiet en l'avenir. C'est pour cela que j'attends du ministre de l'Intérieur qui vienne dire tout simplement la vérité aux Mahorais. Nous n'avons pas besoin de chiffres, nous n'avons pas besoin de paroles idylliques, nous avons besoin de vérité, de transparence. Parce que, encore une fois, il s'agit de l'avenir de Mayotte. La perspective d'avenir, aujourd'hui, s'assombrit de jour en jour. Alors, Daniel Zeidani, sans vouloir charger la barque encore davantage, mais je suis désolée, la bande du Gotham qui a semé la terreur en Petite Terre pendant de nombreuses années et qui a été étêtée, si je puis dire, il y a 2 ans, après quand même 3 meurtres, aujourd'hui a repris du poil de la bête, est à nouveau reconstitué autour de nouveaux chefs. Et récemment, il y a quelques jours, ces joyeux drills ont enlevé visiblement 2 à 3, alors étaient-ce des délinquants ou pas, je ne sais pas, mais a enlevé plusieurs personnes pour les torturer. Ils n'ont eu salut de leur vie que grâce à des gens qui ont vu et qui ont appelé les forces de l'ordre, eux-mêmes terrorisés à l'idée que les violences recommencent comme par le passé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour casser la spirale infernale? Parce que cette violence, là, je prends un exemple chez vous, mais cette violence, on la vit en grande terre à nouveau partout. C'est vrai, Gérald Darmanin s'enorgueillit d'avoir mis une 50aine de caïds en prison, formidable, mais il y avait les caïds N-1 qui ont repris le pouvoir et c'est à nouveau la pagaille partout. Encore une fois, il n'y a pas de mystère. La priorité des priorités, c'est d'abord la frontière. Nous ne pourrons pas régler le moindre problème sur ce territoire tant que notre frontière sera une passoire. La réalité, c'est que oui, il y a eu des radars qui ont été acquis dans le passé. Oui, il y a eu des embarcations qui ont été acquises dans le passé. Mais la réalité, c'est que ces technologies, avec le temps, défaillissent. La réalité, c'est que nous n'arrivons pas, avec les moyens actuels, à couvrir la totalité de l'île et garantir une surveillance absolue. Ça, c'est de la première réalité. Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui de voir un ministre nous dire « nous avons acquis une embarcation supplémentaire, nous allons mettre un radar supplémentaire », laissant entendre que grâce à cette embarcation, grâce à ce radar, il n'y aura plus d'entrée sur le territoire de Mayotte. Il faut dire la vérité. Mayotte, aujourd'hui, n'est pas couvert. Il n'y a pas les moyens de garantir la surveillance absolue du territoire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a une nécessité absolue de nous donner les moyens de faire ce job de couverture. Ensuite, les passeurs ne sont pas idiots. Ils savent très bien que la sous-dotation en termes qui frappe la PAF, la police des frontières, fait qu'il suffit simplement, pour rentrer sur le territoire de Mayotte, d'arriver à 3 navires. Parce que la sous-dotation de la police aux frontières fait qu'ils ne peuvent pas arraisonner simultanément 1, 2, 3 navires. Donc, il faut donner les moyens aux policiers de travailler. Il ne suffit pas d'en mettre 1000 avec un bateau. Il suffit d'abord d'avoir une volonté réelle de garder nos frontières. Si on veut garder nos frontières, il faut nous donner les moyens aux policiers, aux gendarmes, de pouvoir sécuriser l'entrée du territoire. Quand cela sera fait, il y aura une nécessité, peut-être à travers la loi sur l'immigration, de mettre des dispositifs qui tiennent la route. Le premier des dispositifs, on ne peut pas, en toute vraisemblance, accepter qu'on dise on va régulariser la situation des travailleurs immigrés sur le territoire. Ce n'est pas possible parce que ça va encourager les immigrés à venir, à chercher un boulot et ensuite à réclamer leur régularisation. Il faut être raisonnable, il faut savoir ce que nous voulons. Est-ce qu'on veut lutter contre l'immigration? Oui ou non? Si nous voulons lutter contre l'immigration, il faut lever tous
tous les éléments qui conduisent à rendre l'île de Mayotte attractive. Donc on ne scolarise plus les enfants, on ne fait plus naître des enfants français à Mayotte, enfin en tout cas quand on est étranger, et on ne donne plus de papier, on ne régularise plus à la préfecture de clandestins. Pour arriver à Mayotte et espérer avoir des papiers, il faut aller chercher le visa aux Comores. En gros, c'est ça. En gros, c'est cela. Et si ce gouvernement se refuse à faire cela, alors nous, Mahorais, nous savons quelle sera l'alternative qui nous reste. Vous savez, moi, je vais vous dire très, très honnêtement, et là, je vais être très honnête avec vous, ce qu'on subit à Mayotte au quotidien, ça nous change profondément sur la vision du monde. Vous savez, lorsque j'étais étudiant, j'étais profondément socialiste. Pour la simple et bonne raison que j'ai pu faire des études, pas parce que mes parents avaient des moyens, mais parce que j'ai été accompagné par l'État français qui m'a permis de me rendre en métropole, qui m'a accordé des bourses sur critères sociaux, qui m'a permis de faire des études sans forcément travailler. Et donc de me consacrer pleinement dans mes études et aujourd'hui acquérir un boulot et avoir la vie que j'ai. Ça, c'est l'ascenseur social, c'est effectivement cette vision sociale qu'a la France. Ce qui m'avait conduit à un moment donné à même coller les affiches de Ségolène Royal en 2008. Mais la réalité que nous vivons à Mayotte, avec ce refus absolu de reconnaître que nous sommes colonisés par un territoire qui n'accepte pas que nous sommes français et qui encourage tout le monde à venir à Mayotte, des Comores, mais ceux qui quittent les Comores pour venir à Mayotte, ce sont les personnes en situation de vulnérabilité forte. Les personnes qui ont des bonnes situations aux Comores, ils restent aux Comores. Donc toutes ces personnes vulnérables qui n'ont plus rien à attendre des Comores viennent à Mayotte. Mais lorsqu'ils viennent à Mayotte, eh ben, au lieu de se consacrer à l'éducation de leurs enfants, à faire en sorte qu'ils puissent avoir, à travers peut-être leurs enfants, une vie meilleure, eh ben, ils les abandonnent, ils les délaissent et ces enfants deviennent des délinquants, deviennent des voyous et ils nous pourrissent la vie. Donc ce cercle infernal fait qu'à Mayotte, on perd toutes nos valeurs de solidarité et on devient beaucoup plus agressif. Ma position a beaucoup évolué entre-temps. Je suis parti d'une gauche, je suis allé au centre. Et maintenant, je fais la politique de Marine Le Pen parce que je ne vois en elle que l'incarnation d'une personne qui sera capable de mettre en œuvre les propositions nécessaires. Si Darmanin veut me donner tort, je l'invite la semaine prochaine à faire les propositions que les Mahorais attendent. Ce n'est pas des propositions inconnues. Tout le monde au gouvernement actuellement savent précisément ce qu'attendent les Mahorais du gouvernement. Force de constater qu'ils sont incapables de prendre les décisions pour nous sortir de cette galère. C'est la raison pour laquelle, je le dis, que derrière tout ce laisser aller et laisser faire, il y a une stratégie politique de dissoudre l'identité mahoraise. Vous savez, cette identité forte, attachée à la France, cette identité forte qui veulent plus d'État, parce que finalement, nous ne demandons pas la révolution à Mayotte. Nous demandons tout simplement plus d'État, un meilleur accompagnement. Donc nous demandons tout simplement une véritable reconnaissance, pas sur le papier, pas dans l'article 72.3 de la Constitution, qui inscrit Mayotte à jamais dans la France. Ça, c'est déjà fait depuis 2003. Nous demandons maintenant dans la pratique, dans le quotidien, que cette reconnaissance à la sécurité soit établie. Nous demandons dans notre quotidien que la reconnaissance à la santé soit garantie. Nous demandons dans notre citoyenneté française qu'on nous permette de rêver et de vivre en paix à Mayotte. Et aujourd'hui, ce n'est pas possible. Darmanin, on compte sur toi la semaine prochaine pour nous faire des propositions concrètes et réelles pour les Mahorais, mais après, il ne faudra pas venir te plaindre si demain, nous voterons tous pour Marine parce qu'elle, au moins, elle nous dit des choses concrètes. Et si tu ne fais pas tes propositions au mois la semaine prochaine, sache qu'elle viendra au mois de mars 2024 à Mayotte. Et ce que tu ne voudras pas mettre en œuvre, elle le proposera aux Mahorais pour la prochaine présidentielle. Merci beaucoup, Daniel Zaidani.
Merci à vous. Et à bientôt. À très bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.